Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette 20e édition du mois de la création reprise d'entreprise 2023, organisée par notre association Initiative Somme France Active Picardie en partenariat avec la Chambre de commerce Amiens Picardie et avec le soutien financier de nos partenaires, l'Ordre des experts comptables, le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne et le soutien également de Groupama et de l'ensemble des comités de communes et d'agglomération de notre département de la Somme. Donc aujourd'hui, nous allons parler de micro-entreprises et de entreprises et de régime du réel. Nous allons vous proposer de comparer ces deux chemins possibles entre eux, donc dans le cadre du statut de l'entreprise individuelle, micro entreprise ou régime du réel qu'on peut appeler parfois, les gens disent classique. Et donc, j'invite pour m'accompagner sur cette intervention, Monsieur Noulez, de l'Ordre des experts comptables qui va se présenter, et Monsieur Barrault. Donc, Monsieur Noulez, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Merci de votre présence à ce webinaire dans lequel effectivement nous allons vous présenter le régime du réel et de la micro-entreprise, de l'entreprise individuelle. Monsieur Barrault. Oui, bonjour à tous, Olivier Barrault, donc je suis directeur de clientèle du marché des professionnels chez Groupama depuis quelques années maintenant. Et donc pour ma part, je vous parlerai succinctement des formes d'assurance liées à la personne qui peuvent être soit obligatoires, mais en tout cas essentielles à votre activité. Et moi-même, Dominique Pilon, chargée de mission chez Initiative Somme France Active Picardie, en charge du territoire d'Amiens Métropole. Donc je rappelle que ce mois de la création reprise d'entreprise s'adresse à toutes personnes qui ont des projets, qui souhaitent s'engager dans l'aventure entrepreneuriale et toute personne qui s'intéresse au sujet. Nous allons, alors pour information, un webinaire est déjà enregistré sur le mois 2022 qui explique dans le détail le système de la micro-entreprise. Donc, pour ceux que ça intéresserait d'aller le réécouter, aujourd'hui, nous allons travailler dans de la comparaison pour que vous puissiez connaître les grands points de différenciation entre ces deux chemins possibles. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Noulez. Merci, Madame Pilon. Donc effectivement, on va commencer tout de suite dans ce régime par les modalités juridiques, puisqu'on verra effectivement la partie fiscale, la partie sociale, bien entendu. Mais avant tout, il faut définir les modalités. Et donc, comme Dominique Pilon aime bien le rappeler, donc je vais le faire aussi, c'est que en fait, l'entreprise individuelle est le régime juridique, et après, on choisit le régime de la micro-entreprise ou le régime du réel. Mais en tout état de cause, quand vous êtes micro-entrepreneur, vous êtes en entreprise individuelle. C'est très important. Donc, dans la première barre de ce que vous voyez à l'écran, au niveau du diaporama, donc on indique quelles sont les professions dans lesquelles on peut créer une entreprise individuelle. Et vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de restrictions, puisque tous les activités sont ouvertes à l'entreprise individuelle, que ce soit l'artisanat, l'industrie, le commerce, les professions de santé, les professions juridiques ou judiciaires, ou ce qu'on appelle les autres professions libérales, notamment les professions libérales qui relèvent du régime de la CIPAV. On a donc cette liberté totale de créer une entreprise individuelle, peu importe donc le métier que l'on va faire. Ensuite, qui dit entreprise individuelle dit une seule personne, à savoir l'entrepreneur. L'entrepreneur est donc la personne qui va seule prendre toutes les décisions pour l'entreprise individuelle. On n'a, dans ce cadre-là, aucune autre alternative que d'être en mode unique de gestion. Et donc, c'est l'entrepreneur qui décide de l'ensemble des événements importants de l'entreprise individuelle, bien entendu. Alors attention, il est aussi dans ce cadre-là responsable, donc responsable au niveau de sa gestion. Ça n'empêche pas qu'on est responsable civilement et pénalement de nos actes. Si en fait il viendrait à commettre des faits délictueux, donc ça reste un élément important. Et puis la responsabilité des associés qu'on avait mis là, c'était pour vous indiquer que effectivement, dans une entreprise individuelle, il n'y a pas d'associé, mais qu'on a cette nouvelle disposition qui entre en vigueur avec la loi du 15 mai 2022 sur les biens utiles, où effectivement, contrairement à ce qui se passait avant le 15 mai 2022,
l'entrepreneur individuel n'est plus responsable sur ses biens personnels. Hein, donc, parce que on va prendre en compte que les biens qui sont utiles donc, à l'activité professionnelle, et c'est ces biens-là qui pourront être le gage des créanciers. Mais donc désormais, donc, c'est la résidence principale qui était déjà protégée. Aujourd'hui, les autres biens ou l'épargne, effectivement, de l'entrepreneur individuel sont protégés par cette disposition du 15 mai 2022 où on sépare totalement donc, la notion de bien personnel par rapport aux biens professionnels. Et on vous l'a mis en rouge parce que c'est dans le texte cette notion de bien utile dont on entend souvent parler. Donc, il faut bien définir quels sont les biens qui sont utiles à votre activité parce que seuls ces biens-là pourront être engagés par les créanciers dans le cadre professionnel. Hein, c'est très important. Donc, une fois qu'on a vu ces modalités donc, en termes juridiques, on va pouvoir y intégrer le régime fiscal. Donc, je vais laisser la parole à Dominique Pilon qui va vous parler du régime fiscal de l'entreprise individuelle en micro-entreprise. Voilà, et donc je rappellerai simplement, donc, pour rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Noulez, donc un micro-entrepreneur, donc juridiquement, comme on l'indiquait bien, en entreprise individuelle d'un point de vue juridique. Sur les activités, il y a quand même quelques petites activités exclues, hein, donc du régime. Bon, après, je ne rentre pas dans le détail, mais enfin, renseignez-vous quand même, puisqu'il y a des activités que l'on ne peut pas exercer donc en micro-entreprise, comme les activités liées à l'immobilier, à la finance. Enfin voilà, il y a quelques petites exceptions. Hein. Donc au niveau donc fiscal, donc ce régime micro-fiscal, c'est-à-dire que le micro-entrepreneur qui se déclare va être quelque part de fait en régime de micro-fiscal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des limites de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. C'est vraiment une particularité de ce régime. C'est-à-dire que si je dépasse ces limites, je ne peux plus l'utiliser. L'option est impossible. Par contre, il n'y a pas de limite dans le minimum. C'est-à-dire que, voilà, en tout cas, il y a une limite maximum, mais c'est pas parce que je suis en dessous de ces limites que je suis obligée d'être en micro-entreprise. Ça, je tiens à le dire parce que parfois, on a tendance à sauter à pieds joints dans ce régime parce que je fais que 15 000 euros de chiffre d'affaires ou 20 000, alors que peut-être que le régime réel sera plus pertinent. Donc attention, c'est pas un critère de choix, c'est limite de chiffre d'affaires. Pour les activités de vente, on va être limité à 188 700 euros. Pour les activités de prestation de services artisanales ou commerciales ou pour les professions de matière grise, professions libérales, on va être limité à 77 700 euros. Alors après, il y a des notions de seuil. Bien penser que le chiffre d'affaires à ne pas dépasser est proratisé sur l'année. C'est-à-dire que si je démarre en fin d'année, forcément, ce chiffre d'affaires sera beaucoup moins important puisqu'il est proratisé au nombre de jours, sur le nombre de jours exercés et chiffre d'affaires réalisé. Alors, le micro-fiscal, comment ça se passe? Eh bien, tout bêtement, c'est un régime que je qualifierais de forfaitaire, d'arbitraire, puisqu'effectivement, donc, le calcul du revenu imposable de l'entrepreneur va se calculer à partir d'une soustraction, c'est-à-dire que l'administration fiscale va appliquer un abattement forfaitaire pour frais professionnels, c'est-à-dire qu'à partir des recettes enregistrées, recettes, chiffre d'affaires, produits, c'est-à-dire ce qu'a encaissé le micro-entrepreneur, l'administration fiscale va appliquer un abattement pour frais professionnels, c'est-à-dire qu'il va enlever un pourcentage, qu'il y a des moyennes qui ont été réalisées et qui ont estimé que dans tel et tel métier, le pourcentage de dépenses ne dépassait pas un certain montant, un certain seuil. Donc, l'abattement, donc il y a 3 familles dans la micro-entreprise, tout ce qui est vente, achat-revente, il y a tout ce qui est prestation de services artisanales et commerciales, et il y a donc les métiers liés aux professions libérales. Donc, l'abattement sera de 71% pour les activités considérées comme commerciales, 50% pour les activités de services, donc commerciales et artisanales, et 34% donc pour les activités libérales. Donc, ça veut dire que si je réalisais un chiffre d'affaires de, j'en sais rien, de 50 000 euros dans les services, eh bien, ils vont estimer que j'ai gagné la moitié, donc l'abattement est de 50%, donc j'ai gagné 25 000 euros. C'est un revenu qui est déterminé de façon forfaitaire. Donc, voilà, on ne tient pas compte de la réalité des choses. Donc, c'est simple, mais
Voilà, il y a pas de choix, hein. Donc, on déclare simplement son chiffre d'affaires dans la bonne case au niveau de la déclaration de revenus et l'abattement est mis en place pour ensuite déterminer le revenu imposable. Et ce revenu imposable va passer donc au système du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et donc, l'impôt donc, sera calculé au regard du foyer fiscal et de sa composition, hein, s'il y a un conjoint qui travaille, etc. Donc, ce revenu sera ajouté au foyer fiscal. Alors, une particularité du régime micro-entrepreneur, c'est une des nouveautés de 2009, hein, quand l'État a instauré ce régime auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, c'est qu'il y a la possibilité d'opter pour le versement libératoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le versement libératoire? Alors, il est possible sous certaines conditions de revenus. C'est-à-dire qu'il y a un montant de revenus à ne pas dépasser sur les revenus donc N-2, hein, donc dernier avis d'imposition, je dirais. Hein. Et donc, si votre revenu dépasse donc un montant de, alors 2021, c'était 26 070 €, hein, donc pour une personne seule. Après, on multiplie par 2 si c'est un couple. Après, il y a la notion de demi-part pour les enfants qui s'ajoute. Eh bien, on ne peut pas opter pour ce versement libératoire. Donc, attention, hein, on ne plonge pas dans ce choix sans réfléchir. C'est un système où je vais payer de l'impôt au fur et à mesure de l'encaissement de mon chiffre d'affaires. Ça veut dire que ça va être un pourcentage qui va être appliqué sur votre chiffre d'affaires pour payer votre impôt. C'est-à-dire vous déclarez votre chiffre d'affaires par mois ou par trimestre, hein, donc auprès du site, sur le site de l'URSSAF, et l'impôt est calculé. Encore nos trois familles, l'impôt sera de 1% sur le chiffre d'affaires pour les activités de vente. Il sera de 1,7% du chiffre d'affaires sur les activités de services, donc prestation de services artisanales ou commerciales, et de 2,2 pour les activités donc liées aux professions libérales. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, bien comprendre les différentes catégories fiscales. On parle de BIC, donc vente pour les activités commerciales, j'achète, je revends un produit fini. Donc là, ça sera, donc l'abattement est de 71% ou 1% en versement libératoire sur le chiffre d'affaires. Les activités de service, on est encore en BIC, hein, donc l'abattement serait de 50% sur le micro-fiscal ou le paiement de l'impôt serait de 1,7% du chiffre d'affaires en versement libératoire. Et pour les professions libérales, on parle de catégorie des BNC, bénéfices non commerciaux. Et eux, donc l'abattement n'est que de 34% sur le chiffre d'affaires pour déterminer le revenu imposable. Et si on opte pour le versement libératoire, l'impôt serait de 2,2% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire, si j'ai fait 10 000 € de chiffre d'affaires, eh ben, si je suis en profession libérale et que je suis en versement libératoire, 2,2, ça fait 220 € d'impôt, hein, donc systématique, donc qui est payé donc au fur et à mesure. Hein. Par contre, le revenu déterminé par l'abattement va quand même servir de calcul au taux d'imposition du foyer fiscal. Hein. Donc, deux options, donc à bien comprendre parce que l'impact n'est pas du tout le même. Hein. Faites attention, donc les critères de choix, c'est votre situation personnelle, votre foyer fiscal, hein, pour bien vérifier où il est plus judicieux, hein, d'être par rapport à ce système de calcul de l'impôt, sachant que c'est quelque chose qui peut évoluer, c'est-à-dire que vous avez le droit de changer d'option puisque votre vie peut évoluer, votre situation personnelle peut évoluer, donc forcément, c'est des choses qui peuvent changer, enfin être modifiées, mais il y a des dates à respecter. Donc, je ne sais pas si, Monsieur Noulez, vous avez des choses à compléter sur ce sujet? Oui, tout à fait, c'est important parce qu'effectivement, dans les éléments que vous évoquez, si on prenait votre exemple avec un BNC qui fait 10 000 € de recettes, il aurait effectivement, comme vous l'avez dit, payé 220 € d'impôt sur le revenu s'il avait opté pour le versement libératoire, alors que dans le système du barème progressif, il aurait été non imposable puisque Tout à fait. on aurait fait 10 000 moins 34%, ce qui lui faisait 6 600 € de revenus imposables et que la tranche à 0% de l'impôt sur le revenu va jusqu'à quasiment 10 000 €. Donc, en l'occurrence, s'il a opté pour le versement libératoire, il a payé 220 € alors que dans le régime
Sans l'option, il n'aurait pas payé d'impôt. Donc, Voilà. c'est quand même hyper important de bien regarder ce schéma-là, hein. Oui, Et, bien. et aussi, comme vous disiez, attention, parce qu'on parle aussi de la condition de revenu qui est de N-2, hein, donc ce n'est pas négligeable, il faut retourner 2 ans en arrière, et qu'il faut bien regarder les revenus du conjoint, parce qu'on est sur 26 070 € par part. Donc ça veut dire que globalement, 52 140 € de revenus pour un conjoint. Si on a un conjoint qui a des revenus importants, on n'est pas éligible au versement libératoire. Voilà, et Donc, ça c'est important parce que l'interprétation est parfois inversée, hein. J'ai déjà entendu je suis en dessous de tel revenu, donc je dois être en versement libératoire. Non, c'est je ne peux pas l'être si je suis au-delà, hein. Et donc, c'est pas du tout la même approche. Même précaution, je pense parfois aux étudiants qui sont, aux jeunes qui sont encore sur le foyer fiscal de leurs parents. Voilà, il y a des choses quand même à vérifier, hein. Donc, avant vraiment de choisir cette option qui peut paraître simple, mais qui parfois vous rend imposable alors que vous ne l'auriez peut-être pas été dans le système microfiscal, hein. Donc, c'est vraiment, on ne choisit pas au hasard, quoi. On prend le temps de comparer ces deux options au regard vraiment de sa situation personnelle. tout à fait. Et donc, dans le régime réel, donc on va faire tout le contraire. Puisque effectivement, on part plus sur des choses qui sont donc calculées forfaitairement, mais des modalités qui sont calculées, comme le nom l'indique, réellement. Donc, si on regarde par rapport à la micro-entreprise, donc on va avoir les mêmes éléments, hein, nos recettes, soit notre chiffre d'affaires dégagé, mais pour déterminer le revenu imposable sur lequel on va appliquer l'impôt, il va falloir prendre les dépenses réelles. Et dans ces dépenses réelles, on prend en compte les cotisations sociales que l'on paye sur le revenu imposable, hein. Donc, c'est pour ça que c'est très important, parce que de l'autre côté, en micro-entreprise, comme le disait Mme Pilon, ben, on fait abstraction complètement des dépenses réelles. On dit que là, on va prendre toutes les dépenses réelles que va supporter votre entreprise. Alors, ça peut être le loyer, l'assurance, l'entretien, donc les services bancaires, tous les achats si vous êtes en achat-revente, le petit outillage, les fournitures de bureau, etc., etc., les frais de véhicule et les cotisations sociales. Donc, c'est quand même fondamental de se dire que mon revenu imposable sera un revenu imposable net de cotisations sociales, hein. Donc, c'est quand même quelque chose qui est fondamental. Donc, parce que souvent, on fait l'amalgame quand on se dit, bah oui, mais de toute façon, aujourd'hui, il se peut que vous ayez plus de cotisations sociales dans le régime de la micro-entreprise que dans le régime réel. Et ça, on le verra dans la deuxième partie, hein, au niveau du régime social. Donc, et après, donc du revenu imposable, ben, je le transcris dans le barème progressif de l'impôt. Donc, barème progressif, donc, qui commence à une tranche de 0, suivi d'une tranche de 11, puis de 30, puis de 41 et enfin de 45. Mais bon, déjà, il faut déjà avoir des revenus relativement conséquents pour être dans ces tranches marginales. En sachant que ce barème s'applique par tranche, hein. C'est pas parce qu'en fait vous avez un revenu qui est dans la tranche à 30 que vous allez payer tout à 30. Vous allez avoir une partie que où vous ne l'avez pas payée puisqu'elle sera à 0, une partie où vous paierez à 11 et la dernière partie sera à 30, pardon. On parle toujours de tranche marginale d'imposition, hein. Donc, puisqu'en fait, on a un taux d'imposition moyen et on sait que la dernière tranche sur laquelle on est imposé est la tranche la plus élevée. Mais on a bien un revenu qui est réparti par tranche pour calculer l'impôt. Donc, une fois que l'on a évoqué donc le régime du revenu imposable, eh ben, on va s'attacher sur une deuxième partie de la fiscalité qui est quand même fondamentale et qui pose souvent le plus de problèmes aux micro-entrepreneurs qu'on rencontre nous dans nos cabinets, c'est le régime de la TVA. Donc, je vais laisser donc Dominique Pilon vous faire part du régime de la TVA dans le cadre de la micro-entreprise. Alors, donc effectivement, il y a une particularité aussi à ce régime micro-entreprise, c'est qu'il y a une franchise en base de TVA jusqu'à un certain seuil, mais qui est quelque part aussi mise en place de façon obligatoire. C'est-à-dire que si je choisis la micro-entreprise, je vais être forcément dans ce système de franchise en base de TVA. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
je vends un service ou des produits ou une prestation intellectuelle, mais donc je vais encaisser un chiffre d'affaires net, c'est-à-dire que je ne collecterai pas la TVA. Hein. Pour rappeler le système de la TVA est un impôt direct hein, que tout le monde paye, et donc vous devenez en tant qu'entrepreneur, et je dirais quel que soit le système, des collecteurs d'impôts hein, pour l'administration fiscale. Mais donc, cette TVA, enfin, M. Noulez l'expliquera, ça rentre et ça sort. Hein. Là, dans le cas de notre micro-entrepreneur, donc il est en franchise en base de TVA. De ce fait, il ne la collecte pas puisqu'on lui permet de ne pas la collecter. Hein. Par contre, attention, il ne la récupérera pas. Hein, c'est-à-dire que lui, l'entrepreneur qui s'installe, notre micro-entrepreneur va avoir un téléphone, va mettre du carburant dans son véhicule, va acheter des fournitures, de la matière première, mais sur toutes ces dépenses, il va payer de la TVA. Alors qu'il ne la récupérera pas puisqu'il ne peut pas l'encaisser auprès du consommateur. Donc, il est en franchise de base de TVA jusqu'à un certain seuil. Donc ça, c'est une réflexion importante qu'il faut avoir parce que parfois, ça peut être pénalisant de ne pas récupérer la TVA. Je pense surtout aux gens qui auraient des investissements importants pour démarrer, hein, de l'achat de matériel, des travaux à faire, etc. Alors, c'est jusqu'à un certain seuil, effectivement, c'est-à-dire que à partir, donc, on a vu tout à l'heure les seuils hein, de la, je dirais, au maximum de la micro-entreprise, hein, qui était de 188 700 pour les activités de vente et 77 700 pour les activités de service. Ben, il y a des seuils à ne pas dépasser au sein de ce seuil maximum pour rester en franchise de TVA. Donc, le seuil pour la vente est de 91 900 et pour les prestations de services de 36 800 euros. Donc, tant que vous n'êtes pas dans ces seuils, vous ne collectez donc pas la TVA, vous êtes en franchise en base de TVA. Alors, sur vos factures, il y a une notion qui est obligatoire, hein, qui faut donc être franchise de TVA, article 293B du Code général des impôts. Alors après, il y a, au-delà de ces seuils, donc vous allez devoir collecter, vous pourriez rester en régime micro hein, jusqu'au seuil maximum, mais vous allez devoir faire des déclarations de TVA et encaisser cette TVA, la reverser aux impôts après avoir déduit celle que vous avez payée. Alors, il y a il y a des sas un peu de tolérance. Hein. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à atteindre les 36 800 ou les 91 900, alors attention aux activités mixtes, hein, ça se complique un petit peu quand on fait à la fois de la vente et du service. Mais en tout cas, donc, vous restez en franchise de TVA si au 1er janvier, donc vos chiffres d'affaires des 2 années précédentes se situent entre un petit sas de tolérance, c'est-à-dire entre 36 800 et 39 100, voilà, il n'y aurait pas de changement. Et donc, pour les activités de vente, entre 91 900 et 101 000. Hein. Donc, on reste en franchise de TVA. Par contre, dès que vous dépassez le seuil de 39 100 ou de 101 000, là, vous êtes obligé de payer la TVA dès le premier mois de dépassement. Hein. Donc ça, vous voyez, il faut faire attention. Je dirais que dès que vous allez, on va dire, commencer à flirter avec les 36 800 et les 91 900, je vous invite fortement à vous rapprocher d'un professionnel pour ne pas subir le passage à la TVA, mais pour l'anticiper et le préparer. Hein, parce qu'il y a aussi un tas d'autres conditions quand vous êtes entre les deux. Donc, si vous explosez complètement les 36 800 et 91 900, mais que l'année N-1, vous êtes encore en dessous de ces limites, on peut encore le rester une année. Vous voyez, il y a vraiment des choses qui sont prévues pour passer ce seuil, pour le limiter, je dirais, je pense qu'on peut dire peut-être les incidences négatives, parce que si vous ne l'avez pas anticipé, ça veut dire que sur vos factures, vous êtes toujours en train d'encaisser du chiffre d'affaires net et non pas compléter de la TVA. De ce fait, vous risquez de perdre de l'argent. Hein. Donc, c'est très important, cette notion de TVA, dans votre réflexion autour des tarifications que vous allez mettre en place
Hein, j'entends parfois, je vais me mettre en micro, comme ça je serai moins cher que les autres, j'encaisse pas la TVA. Et ça, c'est une erreur. Hein. Surtout, on fixe pas ses prix par rapport à ça, on fixe ses prix par rapport à une valeur travail, par rapport à un produit, par rapport à un marché. Et donc, vous n'allez pas, si vous évoluez, et je vous le souhaite, d'un seul coup augmenter vos prix de 20% ou d'autres taux selon les activités. Le client ne comprendrait pas. Hein. Donc, attention, vous ne la collectez pas, mais vous ne la récupérez pas, donc ça peut être parfois très pénalisant. Et en tout cas, il y a vraiment une réflexion à avoir avant d'atteindre ces seuils pour savoir voilà, quel est le positionnement à avoir et préparer hein, ce passage à la TVA. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Noulez, sachant que j'aime toujours à dire, parce que Monsieur Noulez, je pense que vous le précisera, c'est que cette franchise en base de TVA, elle est possible au réel. Hein. Il y a tout un tas d'options qui sont importantes à connaître et que vous ne pouvez pas deviner hein, si un professionnel ne vous les exprime pas. Donc là encore, la situation du propre au projet est important à prendre en compte. Donc je vous laisse prendre la parole, Monsieur Nolès, sur le régime du réel. Oui, effectivement, merci. Donc, effectivement, sur le régime réel, ben, la franchise en base ne s'applique pas si vous n'avez pas opté. Hein, donc, c'est totalement différent de la micro-entreprise, puisque la micro-entreprise, la franchise en base s'applique automatiquement. Et vous devez donc, c'est quand vous dépassez les seuils ou qu'on opte pour la TVA qu'on devient à la TVA. Alors que dans le régime L, c'est le contraire. C'est que la TVA s'applique automatiquement et c'est à vous à opter pour la franchise de base si vous ne voulez pas qu'elle s'applique. Hein, donc, et ça, c'est quand même des choses qui sont assez fondamentales et différentes les unes des autres. Et je me permets aussi quand même d'insister sur un point important par rapport à nos seuils de TVA qui vont être les mêmes hein, que le seuil de micro-entrepreneur. Donc, ce qu'a rappelé Mme Pilon, donc le seuil de 36 800 ou de 91 900, hein, donc 36 800 pour donc, les prestations et 91 900 pour les ventes. Et ce seuil majoré, parce que c'est souvent les personnes qui arrivent dans nos cabinets parce que ben, ils ont remarqué qu'ils avaient donc dépassé le seuil majoré, donc soit 39 100 pour les prestations de services et 101 000 euros pour les ventes, et qui doivent donc repartir au premier jour du mois de dépassement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, globalement, si vous avez fait des factures à vos clients dans le début du mois et que vous n'avez pas payé la TVA, ben, il faudra que soit vous refassiez la facture au client et qu'il accepte de la payer, ou soit que vous payez la TVA de votre poche. Donc c'est quand même un élément qui est extrêmement important, puisqu'on a souvent, moi j'ai encore eu dernièrement, avec des agents immobiliers, ben, cette problématique-là où il y a 3-4 factures qui ont déjà été faites dans le mois et c'est le mois où on a dépassé. Donc il était à plus de 36 800 sur l'année N-1. Et puis donc dans l'année N, ben, il dépasse 39 100. Donc ben, on repart au premier jour du mois sur lequel on a dépassé les 39 100. Donc il faut revoir les factures et éventuellement faire accepter au client, parce que souvent le client que vous avez en face de vous, c'est pas toujours un professionnel. Donc si c'est un professionnel, c'est pas trop compliqué à lui faire accepter donc de repayer la TVA puisque lui-même va la récupérer de son côté. Par contre, si c'est un particulier, ça va être compliqué parce que ça veut dire que globalement, ben, vous faites demander à un particulier de payer 20% de plus si on prend le taux normal de la TVA. Et donc, il ne va pas être enclin à vouloir payer ce prix-là, surtout si vous lui avez fait un devis dans lequel il n'y avait pas application de la TVA. Hein. Donc, vous voyez, donc faut être extrêmement vigilant. Et moi, ma recommandation là-dessus, à chaque fois, c'est que j'invite toujours les micro-entreprises à tenir un cahier des recettes. Alors qu'il soit informatique ou papier, peu importe, selon les aspirations de chacun et de le tenir comme il souhaite, mais il faut absolument tenir un document où vous notez tous vos recettes du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, puisqu'on parle toujours du seuil de TVA en année civile, hein. Peu importe la date de clôture de l'exercice, la TVA, c'est toujours cette application en civil, et donc bien revérifier l'évolution de votre chiffre d'affaires ou vos recettes, hein, parce que c'est avec ça que vous pourrez donc prendre les bonnes décisions ou consulter les bons professionnels au bon moment. Hein. Donc c'est quand même un élément extrêmement important. Et dans ce qu'évoquait donc Dominique Pilon juste avant, effectivement, dans le régime réel, si donc on ne fait aucune option, on va se retrouver avec l'application de la TVA.
Donc, l'application de la TVA, ben, vous avez après deux options différentes. Soit vous optez pour la déclaration de TVA simplifiée ou la déclaration de TVA dite du régime normal. Alors, le régime simplifié, comment il se passe? Ben, il se passe sur le fait que vous payez un acompte en juillet et un acompte en décembre, et vous payez le solde, donc déduction faite de ces acomptes pour le début mai de l'année suivante. Hein. Donc il faut bien être vigilant là aussi, et donc bien donc consulter l'expert comptable ou un professionnel sur ces modalités-là, parce qu'il faut bien essayer de calculer les acomptes, parce que le premier exercice, ben, l'administration n'a pas de base de référence pour les acomptes, donc il peut s'arriver à ce que vous payiez toute la TVA d'un coup, donc en mai de l'année suivante. Alors que dans les exercices suivants, ben, on prendra effectivement la déclaration de TVA de l'année précédente pour calculer les acomptes. Donc il y aura une base de référence. Mais attention à ça, parce que la TVA, c'est souvent un problème qui génère des difficultés de trésorerie, hein, dans vos entreprises. Parce que quand on a la TVA, il faut bien penser à ce qu'elle ne nous appartient pas. Parce que comme le disait Dominique Pignon, on est collecteur pour le compte de l'administration et qu'il faudra forcément la rendre à l'administration. Donc dans le régime réel, vous allez donc la collecter de vos clients et puis après, vous allez payer de la TVA à vos fournisseurs. Parce que vous allez acheter des biens ou des services à vos fournisseurs. Donc, vous allez faire la différence entre ce que vous avez collecté auprès de vos clients, déduction faite de ce que vous avez payé à vos fournisseurs. Et ça sera la TVA dite TVA nette qu'il faudra reverser à l'administration fiscale. C'est comme ça qu'on l'évoque. Et un dernier point qu'il ne faut pas négliger, c'est les immobilisations. Il se peut que vous achetiez des biens qui sont destinés à rester durablement dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle une immobilisation. Donc, ça peut être un véhicule, euh, un matériel industriel, un ordinateur, du mobilier, des travaux, d'agencement, des locaux. Ben, là-dessus aussi, si vous êtes en TVA, vous pourrez donc déduire la TVA qui est payée sur ces biens ou ces travaux, donc de la TVA collectée auprès de vos clients, et donc verser le solde à l'administration. Et il est même possible, dans le cadre du début d'activité, si vous avez des investissements avec une TVA sur immobilisation, ben, de faire des demandes de remboursement auprès de l'administration fiscale pour pouvoir être remboursé immédiatement de cette TVA payée sur des investissements, plutôt que d'attendre donc le mois de avril ou mai de l'année suivante. Voilà. Donc ça aussi, c'est un élément sur lequel il faut penser, parce que, comme on le verra dans donc le webinaire sur le financement, donc si vous êtes à la TVA, vous n'aurez pas de financement sur le montant de la TVA, puisque la banque vous finance en hors taxe, et que vous devrez donc solliciter un crédit de relais de TVA auprès de votre partenaire financier en attendant que l'administration fiscale vous rembourse. Donc attention à ça, la banque, quand on est à la TVA, finance toujours les montants hors taxe, hein. Donc c'est quand même fondamental. Donc vous voyez, le régime réel avec l'application de la TVA génère quand même certaines contraintes qu'il faut donc prendre en compte, et si elles sont bien gérées, on arrive donc à exercer une activité totalement sereine. Alors sur la dernière partie donc du régime fiscal, il faut regarder comment va être donc imposé notre bénéfice, hein, c'est ce qu'on a évoqué juste tout à l'heure. Si on revient en arrière, où on avait micro-entreprise, donc recette, chiffre d'affaires moins l'abattement égale revenu imposable, et dans le régime réel, recette ou chiffre d'affaires moins dépenses réelles égale revenu imposable, où on avait dit qu'il était applicable le barème progressif de l'impôt sur le revenu ou l'option pour le prélèvement libératoire. Donc, si on a effectivement l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu, donc on se retrouve donc pour le régime réel en impôt sur le revenu. Donc, la déduction de la rémunération du dirigeant n'est pas possible. Je vais l'évoquer ensuite. Et le régime fiscal du dirigeant est l'IR. Sauf que le texte 2022 aussi, et qui est applicable depuis le 15 mai 2022, a modifié les options fiscales du régime réel. Maintenant, vous pouvez opter pour l'impôt sur les sociétés en régime réel. Ce qui veut dire qu'en optant pour l'impôt sur les sociétés, vous allez rendre déductible dans les charges la rémunération que vous vous versez. Donc, si vous rendez déductible cette rémunération, et bien forcément, vous voyez que quand on a mis non
à la déduction de la rémunération des recettes, eh ben, sera oui dans le cadre de l'IS. Et donc, vous paierez de l'impôt sur le revenu, sur la rémunération que vous avez prise et non pas sur le bénéfice. On va prendre un exemple. Vous avez une entreprise qui est à l'impôt sur le revenu, au régime réel. Vous avez 100 de chiffre d'affaires, de recettes, 50 de dépenses. La différence, ça vous donne le revenu imposable de 50. Donc, vous payez votre impôt sur le revenu et vos cotisations sociales sur cette base de 50. Donc, 100 de recettes moins 50 de dépenses. Mais cette entreprise individuelle va opter pour l'IS. Et quand elle opte pour l'IS, eh ben, je me verse une rémunération de 30. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire 100 de recettes, moins 50 de dépenses, moins 30 de rémunération, égale revenu imposable 20. Et le revenu imposable, il subira le taux de l'impôt sur les sociétés et non pas le taux de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que dans le cas présent, vous, vous allez payer à l'impôt sur le revenu donc sur une base de 30, ce que vous avez pris, et vous paierez de l'impôt sur les sociétés à 15% sur les 20 qui constituent le revenu imposable. Vous voyez, cette notion, elle est totalement différente puisque là, on va arbitrer donc l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés en fonction du revenu que l'on se décide. Et pourquoi c'est fondamental? Parce que souvent, quand vous créez votre entreprise et que vous faites des investissements, eh ben, vous avez à aller chercher du financement. Et quand vous allez chercher du financement, eh ben, donc vous avez ce financement à rembourser. Et ce remboursement, eh ben, ce n'est pas du revenu. Et parfois, on peut être imposé sur ce qui n'est pas du revenu. Donc, d'où l'intérêt de réfléchir à cette option à l'IS pour pouvoir être effectivement imposé que sur le revenu disponible et pas le revenu donc calculé. C'est très, très important de faire ces points. Ben, pilon pour le régime micro, je crois que c'est assez Alors, simple. voilà, donc pour le régime micro, c'est effectivement simple. On en a déjà donc parlé donc au début de l'atelier. Donc, on est forcément à l'impôt sur le revenu, hein. Donc, le calcul du revenu donc, est fait de façon arbitraire, hein. De ce fait, on ne pourra pas déduire cette fois les cotisations sociales du revenu puisqu'elles sont déjà intégrées dans l'abattement qui va être appliqué par l'administration fiscale pour calculer le bénéfice imposable, hein. Donc, d'où l'importance de faire ce que l'on appelle un prévisionnel, un compte de résultat prévisionnel. Et donc, ça, n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'atelier sur l'argumentaire sur le, le, le projet. On en a eu un aussi l'année dernière sur ce sujet. En tout cas, pour vérifier si je suis dans ce régime de la micro-fiscale et qu'il est pertinent, j'ai des recettes, j'ai des dépenses, comme l'a dit M. Noulez, j'ai un cahier, j'enregistre ce qui rentre et ce qui sort et je vois bien ce qu'il me reste. Ça vous permettra de voir si suite à cet abattement, le revenu imposable du dirigeant qui va être soumis à l'impôt sur le revenu est juste, c'est-à-dire est-ce que je suis bien, est-ce que j'ai bien généré pour les actifs de vente, chiffre d'affaires moins 71%, 29% de bénéfices imposables. Pour les actifs de service, est-ce que j'ai bien généré 50% de bénéfices imposables après donc cet abattement forfaitaire, et pour les activités libérales, 66% de bénéfices imposables, sachant que dans ces abattements, donc on va y venir, sont intégrées toutes les dépenses de l'entreprise et les charges sociales, mais de façon arbitraire, forfaitaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la réalité des dépenses, hein. Donc ça, soyez prudents, mais en tout cas, on est forcément à l'impôt sur le revenu, donc avec le système, comme on l'a vu, soit microfiscal, calcul, intégration du bénéfice constaté au foyer fiscal et ensuite soumis au barème donc d'imposition par tranche, ou alors j'ai opté pour le versement libératoire. Donc j'ai déjà donc payé mon impôt au fur et à mesure, donc on ne va pas m'en redemander, hein. Ce qui est payé, mais on ne m'en redonnera pas non plus, hein. Attention, c'est vraiment payé au fur et à mesure et figé. Mais par contre, donc, c'est bien le système de l'impôt sur le revenu qui permettra de calculer le taux d'imposition du foyer fiscal qui a un impact sur des aides sociales ou sur tout un tas d'autres de choses de la vie, hein, donc du quotidien. Donc, je pense que j'ai répondu. Je ne sais pas si M. Noulez avait d'autres choses à ajouter.
Bon, c'est parfait. Je vous laisse continuer donc Alors, sur le donc, régime social. voilà, tout à fait. On vient de parler effectivement de la couverture sociale, hein. Donc, pour rappel, tout revenu génère une couverture sociale à assumer et des déclarations fiscales. Après, je suis imposée ou pas, mais en tout cas, c'est une obligation, hein, dès que l'on travaille. Donc, notre micro-entrepreneur étant bien dans la famille des entrepreneurs individuels, va être soumis au régime effectivement des travailleurs non salariés, donc affiliés à la sécurité sociale des indépendants, hein, donc SSI. Donc derrière, il y a l'URSSAF, bien évidemment, hein, auquel vous allez sur le site de laquelle vous allez déclarer votre chiffre d'affaires. Et derrière, il y a la CPAM qui, hein, donc, depuis quelques années, assume tout ce qui est lié au remboursement. Donc, un micro-entrepreneur, par contre, ça fait aussi partie, hein, des nouveautés de 2009 sur la création de ce système, de ce régime ultra simplifié, va être en micro-social. Donc, ça, tout est micro, hein, micro-social, micro-fiscal, c'est pour ça qu'on l'a appelé le micro-entrepreneur, la micro-entreprise. Donc, quand on est en micro-social, ben, les charges sociales, on a rappelé que le micro-entrepreneur, la base de calcul, c'était le chiffre d'affaires, hein, donc les recettes encaissées. Ben, pour payer ces cotisations sociales, je vais les payer en appliquant un pourcentage sur le chiffre d'affaires que je déclare. Donc, ce chiffre d'affaires, je vais choisir quand je m'immatricule, quand je déclare mon activité, de le déclarer soit par mois ou par trimestre, hein. C'est un choix que vous allez faire. Et ensuite, une fois que ce choix sera fait, ben, si vous avez choisi tous les mois, ben, vous allez déclarer sur la bonne ligne, hein, sur le site de l'URSSAF, le chiffre d'affaires réalisé. Et à ce chiffre d'affaires sera appliqué un pourcentage de cotisation sociale. Alors, attention quand vous allez déclarer vos chiffres d'affaires, j'invite toujours les micro-entrepreneurs à bien connaître et avoir bien défini ce qu'ils vendent. Parce que les taux de cotisation sociale donc appliqués sur le chiffre d'affaires ne sont pas les mêmes si je suis dans une activité de vente, achat-revente ou vente d'un produit fini par rapport aux prestations de services. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que parfois les déclarations sont mal rédigées. Donc pour tout ce qui est donc activité de vente, le taux de cotisation est de 12,30 appliqué sur le chiffre d'affaires. Pour les activités de services qui sont liées aux bénéfices industriels et commerciaux, c'est-à-dire prestations de services artisanales et commerciales et certaines activités libérales non réglementées, on est à 21,10. Et pour les activités libérales qui sont affiliées à la CIPAV, qui est une caisse retraite particulière pour certaines activités libérales, on est à 21,20% du chiffre d'affaires, hein. Donc, vous voyez, donc c'est quand même pas négligeable parce qu'on paye sur ce qui rentre, encore une fois, hein, sur ce que l'on encaisse. Hein, donc, si je prends des 1 000 euros de chiffre d'affaires et que je suis une activité de prestation de services artisanale, ben, je vais devoir mettre 2 110 euros de côté, hein, pour payer mes charges sociales. Donc, c'est quand même pas négligeable. S'ajoutera à ces chiffres d'affaires, à ces cotisations obligatoires, la formation professionnelle, hein. Et là, on a encore nos 3 familles, c'est 0,1% ou 0,2 ou 0,3. Donc, quand vous remplissez les lignes sur l'URSSAF, vous mettez bien le chiffre d'affaires réalisé au bout de la ligne, vente de marchandises, ou prestations de services ou autres prestations pour les libéraux. Et en dessous, il y a une ligne formation professionnelle. Alors, attention aux activités mixtes. Si je fais à la fois de la vente et du service, je dois éclater mon chiffre d'affaires dans ma déclaration, hein. Si j'ai fait 30 000 euros de vente et 20 000 euros de service, j'ai bien donc 30 000 qui seront où je paierai 12,30% de charges sociales, hein, sur ce chiffre d'affaires de 30 000. Et si j'ai 20 000 euros de service, je paierai 21,10% de ce chiffre d'affaires, donc pour les charges sociales, hein. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête et de bien savoir sur quelle ligne je déclare, hein. J'ai eu des cas où les gens fabriquaient et mettaient tout en service. On a bien la notion de produit fini, hein. Faites attention, hein. Si je fabrique un meuble, c'est je vends un meuble, hein. Si je répare un meuble, c'est du service, hein. Donc faites attention, c'est des petits pièges qu'on peut rencontrer dans le système de la micro-entreprise, hein.
Alors après, bon, moi, je ne rentre pas dans les aides. Certains payent moins parce qu'ils ont parfois eu l'exonération de charges la première année, dans Mm. certains critères d'éligibilité, auquel cas ils ne paieront que la moitié sur l'année, sur le trimestre en cours et les 3 suivants. En tout Mm. cas, sinon, donc, on paye bien ces pourcentages multipliés par les recettes. Donc, Tout c'est à fait. arbitraire, encore une fois, et ce qui est payé, hein, donc pas de pas de régularisation, hein. Et donc, Qui il va y a être totalement différent. voilà, Qui je vous va être passe. totalement différent dans le régime réel, effectivement, parce que dans le régime réel, donc les cotisations vont être calculées réellement sur le bénéfice. Alors, on bénéfice ou revenu. Pourquoi bénéfice ou revenu? Parce que si vous vous souvenez, on a évoqué tout à l'heure l'option pour l'impôt sur les sociétés. Donc, dans le cadre donc, de l'option pour l'impôt sur les sociétés, c'est sur effectivement le revenu que je vais prendre, donc qui est un revenu déductible des charges de l'entreprise. Donc, si je reprends mon exemple précédent, j'avais collecté un revenu de 30. Donc, c'est sur ce revenu 30 que je vais payer l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales. Par contre, si j'étais dans l'entreprise qui n'avait pas opté pour l'impôt sur les sociétés, j'avais un bénéfice de 50 et c'est donc sur ces 50 que je paye l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment y procède-t-on puisque l'administration sociale, donc la sécurité sociale, n'a pas connaissance des revenus lorsqu'on démarre notre activité? Eh bien, tout simplement, elle va pas appliquer, donc dès le premier jour de l'activité en entreprise individuelle, des cotisations dites sur un revenu calculé forfaitairement. Et donc, vous payerez donc toute la première année d'activité et le début de la deuxième année d'activité des revenus sur des cotisations sociales sur un revenu forfaitaire. Et donc, vous déclarez dans votre déclaration de revenus, c'est une nouveauté qui est applicable aujourd'hui, le revenu qui est imposable aux cotisations sociales. Et donc de ce fait-là, donc sur le milieu de l'année suivante, donc on va dire juin, juillet ou août suivant, la sécurité sociale des indépendants vous rappellera la régularisation des cotisations sociales basées sur cette fois le revenu réel. Mais attention, elle appliquera aussi l'ajustement des cotisations qui ont été appelées depuis le début de l'année sur le nouveau revenu. Donc, dans les débuts d'activité, ça peut être extrêmement lourd en termes de trésorerie. Donc, essayez toujours de voir avec un professionnel pour avoir un échéancier prévisionnel. Pourquoi? Parce que nous, en fait, les cabinets d'expertise comptable, on a les outils de calcul qui permettent de vous dire, ben voilà, ce qui va être rappelé par le régime de la sécurité sociale des indépendants en termes de cotisation sociale par rapport à ce que vous avez déjà payé et ce qui vous restera à payer au titre de la régularisation l'année suivante. Donc c'est très, très important de pouvoir mettre de la trésorerie de côté pour faire face à ces régularisations de cotisations qui interviennent qu'a posteriori, hein, puisque vous allez dire: «Oh chouette, je ne paye pas beaucoup de cotisations sociales, c'est super». Et ben non, vous allez vous faire à un moment donné rattraper parce qu'il faudra donc payer la régularisation liée au revenu réel de cotisation. Donc c'est quand même un élément fondamental et j'ajouterai un dernier point aussi parce qu'on en discute souvent avec Dominique Pilon. Il faut arrêter de se dire: «Ben, au moins j'en paye, au mieux c'est». Parce que le paiement aussi des cotisations sociales, ben, c'est aussi le fait de bénéficier d'une protection sociale, hein. Aujourd'hui, les cotisations sociales ne servent pas à rien, hein. Elles servent effectivement à être protégé, si je suis, en arrêt de travail, si je suis, en invalidité, elle me sert au remboursement de mes frais de santé. Donc ça, c'est toute la partie que l'on voit maintenant, hein, donc la santé, donc la maladie, l'incapacité, l'invalidité et la retraite aussi. Parce que c'est quand même aussi, on a, des personnes qui parfois se disent: «Bah oui, mais en fait, j'ai pas suffisamment cotisé, donc j'ai pas l'ensemble de mes trimestres qui me permettent d'avoir une retraite à taux plein». Vous voyez? Donc c'est aussi, un des éléments qui sont assez fondamentaux. Alors dans le régime social obligatoire, donc là on va parler du régime social obligatoire, c'est-à-dire ce que je bénéficie comme prestation au regard des cotisations sociales que je suis dans l'obligation de verser au regard de mon activité. Donc soit le pourcentage dans le cadre du régime micro-social
donc, du micro-entrepreneur, comme vous l'a dit Dominique Pilon, en fonction des taux liés à l'activité, soit les cotisations sociales calculées sur le revenu réel dans le régime de l'entreprise individuelle au régime réel, donc, qui vont, me permettre d'avoir ces éléments. Alors, dans la première partie, donc, ce qu'on va appeler donc l'incapacité, donc, on a des indemnités journalières. Donc, ces indemnités journalières sont donc dans les mêmes modalités qu'un travailleur que salarié. Parce que là, en travailleur indépendant, en fait, il y a aussi 3 jours de carence en cas de maladie ou d'accident, avec une durée de versement de 360 jours sur une période de 3 ans, avec un allongement éventuellement jusqu'à 1095 jours si donc, notre indépendant est atteint d'une affection de longue durée. Comment on va calculer les prestations en termes d'indemnité journalière dont vous pourriez bénéficier? Ben, on va prendre le revenu moyen des 3 dernières années et on va lui appliquer un 730e, puisque effectivement les prestations d'indemnité journalière sont toujours égales à 50 du revenu. Donc c'est pour ça qu'on a un 730e, puisque une année étant 365 jours, on multiplie par 2 et ça nous fait un 730e puisqu'on a 50. C'est comme vous, si vous êtes aujourd'hui salarié, en fait, vous touchez des indemnités journalières égales à 50 de votre revenu moyen des 3 derniers mois. Donc, il y a un minimum, par contre, donc de 24,11 € par jour d'indemnité journalière. Alors, on précise à côté qu'il y a 6,02 € pour les micro-entrepreneurs parce qu'effectivement, il faut être vigilant là-dessus. Pour les micro-entrepreneurs qui ont un revenu qui est inférieur à 10 % du plafond de la sécurité sociale, eh ben, les indemnités journalières sont extrêmement réduites s'ils n'ont pas effectivement donc opter pour le versement de la cotisation minimale d'indemnité journalière. Donc c'est quand même fondamental. Et Et en tout état de oui, on reprend bien revenu après abattement, hein, donc faites voilà, attention, hein, donc c'est en pas une recette. réalité. En Ouais, effectivement. Vous avez raison de le rappeler, Madame Pilon, c'est pas les recettes, c'est effectivement, Voilà, vos recettes moins 50 si vous êtes, voilà. en activité, de prestation, commerciale ou Ouais, artisanale. ouais. Et donc vous êtes donc bien, les micro-entrepreneurs sont bien, je dirais, concernés parce que le discours là de Monsieur Noulez, hein, ça concerne Mmh. toutes les personnes qui sont donc non salariées, mais avec des particularités, effectivement, on raisonne bien revenu. Donc c'est quand même important puisque effectivement, des fois lorsqu'on a des revenus donc micro-entrepreneurs trop faibles, on peut se retrouver avec un minimum d'indemnité journalière de 6 € au lieu de 24 €, hein. Donc faut être vigilant là-dessus. Mais de toute façon, en tout état de cause, le maximum est de 60,26 € par jour. Vous ne pourrez pas, que vous soyez dans le régime réel comme dans le régime de la micro-entreprise, avoir plus de 60,26 € par jour brut, hein. Ça, c'est pas possible. Et ces montants sont revus bien sûr chaque année, hein, puisque sont liés au plafond de la sécurité sociale. Si celui-ci bouge, bien entendu. En matière donc de maladie, après la maladie, pardon, en matière de paternité et de maternité, eh ben, on est aussi bénéficiaire d'indemnité journalière, hein, donc l'indépendant donc a un régime un peu différent, donc il touche une allocation forfaitaire de repos maternel. Donc elle est de 3 666 €. Donc, mais attention, si effectivement le revenu est inférieur à 10 passes, eh ben, elle sera que de 366,60 €. Et il touche des indemnités journalières au maximum de 60,26 €. Pardon. Prenez le temps de boire. Et 6 €, je vais y arriver, 6 € pour les revenus inférieurs à 10 passes. Pour la paternité, ça sera la même chose, hein. Donc les revenus donnent droit à une indemnité journalière de 60,26 € maximum et donc 6 € si je suis inférieur à 10 passes. Vous avez un élément à compléter, Madame Pilon, sur les IJ? Effectivement, enfin, si je parle pour les micro-entrepreneurs, voilà, c'est vraiment, avoir en tête que la couverture sociale est primordiale, et je pense parfois à un certain positionnement où effectivement peut-être que je déclare pas tout, hein, ce qui n'est pas tout à fait légal, mais
Voilà, comme quoi je vous rejoins sur l'incidence, hein, je pense qu'Olivier nous rejoindra aussi là-dessus, sur l'incidence effectivement sur la vie, quoi. Hein, donc, que ce soit des bonnes nouvelles comme une maternité ou des problèmes de santé, quoi. Et au niveau de la retraite, on pourrait rajouter pour les micro-entrepreneurs que les trimestres sont validés en fonction d'un montant de chiffre d'affaires. Hein, donc, c'est pareil, hein, vous voyez, tout est lié. Hein. Oui, Monsieur c'est le point Blaise, qu'on va voir juste Dominique, après. si je peux me permettre un petit commentaire, Oui. vous allez me confirmer. Donc, pour atteindre les 60,26 €, on est bien d'accord que c'est 50% donc, du revenu, c'est 3 600 € qu'il faut déclarer. Oui. Oui, tout à fait. Donc, c'est quand même relativement conséquent. Hein. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais souligner. Ouais, donc oui, puisque souvent, en fait, on plafonne au plafond de la sécurité sociale en termes d'indemnité journalière maximum. Tout à fait. Merci. Merci, Olivier. Monsieur Noulez, je vous Donc, laisse le plafond, effectivement, le plafond, il est à 3 666 €. Hein, c'est ce qu'on note ici en allocation de repos maternel. Et donc, c'est ce même plafond quand on applique donc les 50% divisé par le nombre de jours, on obtient le maximum de 60,26 €. C'est très judicieux comme remarque, Olivier, merci. Et donc ensuite, on va avoir l'invalidité, parce qu'on est aussi couvert contre l'invalidité, avec le versement d'une pension. Alors la pension, elle va être de 30% du revenu moyen des 10 dernières années si je suis en invalidité partielle, et 50% du revenu annuel moyen des 10 dernières années si je suis en invalidité totale. Vous voyez, donc aujourd'hui, la couverture de l'indépendant est quasiment similaire à celle du salarié, puisqu'on bénéficie de tous les éléments. Le dernier point, c'est la retraite. Alors la retraite, donc que je sois en micro entreprise ou au régime réel, donc ça va être fonction de mon revenu, hein, donc toujours la même chose. Donc comme le disait juste avant Dominique Pilon, ben, effectivement, si mon revenu, donc c'est-à-dire mes recettes moins mon abattement en micro-entreprise n'est pas suffisant, ben, je pourrais ne pas valider tous mes trimestres. Alors que dans le régime du réel, on a une petite soupape de sécurité parce qu'on va payer des cotisations sociales de retraite sur un revenu forfaitaire. C'est-à-dire un revenu forfaitaire de base. Si vous êtes au-dessus, vous paierez plus. Mais si vous êtes au revenu forfaitaire, vous paierez sur le revenu forfaitaire, ce qui vous assure 3 trimestres de retraite validés. C'est ça. Et donc l'âge légal, donc, comme vous l'avez pu le voir, il évolue à partir de septembre 1961 pour arriver de 62 à 64 ans. Et c'est fonction de votre date de naissance. Puisque 64 ans, c'est les générations qui sont nées à partir de 1968. Entre septembre 61 et 1er janvier 1968, la retraite passe de 62 ans plus 3 mois à chaque année de naissance. En ce qui concerne la retraite complémentaire obligatoire, elle se fait en fonction d'un nombre de points. Donc c'est toujours pareil, c'est le revenu qui va déterminer par rapport à une valeur de points, le nombre de points qu'on a acquis sur cette retraite complémentaire. Donc ça aussi, souvent fausse idée, hein, que les indépendants n'ont pas de retraite complémentaire obligatoire. Mais si, une retraite complémentaire obligatoire sur les indépendants. Il n'y a pas que les salariés qui ont ce genre de retraite complémentaire. Donc c'est quand même aussi fondamental de bien le préciser et l'appuyer. Et donc, tout ça fait partie, pour les micro-entrepreneurs, des cotisations versées à l'URSSAF, donc sur votre chiffre d'affaires. Donc, le pourcentage reprend tout ça. Vous voyez déjà quand même une certaine sécurité d'être dans le régime réel, puisque effectivement, dans le régime réel, je vais payer des cotisations sociales, même si j'ai un revenu nul ou négatif. Mais en contrepartie, ça va me donner des droits sociaux, et notamment 3 trimestres de retraite validés, même si je dégage un revenu de 0. Donc, c'est quand même assez fondamental. Donc ça aussi, il faut y réfléchir, parce que vous allez peut-être me dire, bah oui, la retraite, c'est loin, mais bon, c'est quand même des éléments qu'il faut appréhender. Donc, une fois qu'on a vu donc, toute cette couverture sociale obligatoire, on a la possibilité de se couvrir par du régime facultatif. Et donc, c'est dans ce cadre que Olivier Barraud va intervenir aujourd'hui pour vous présenter l'ensemble des régimes facultatifs
que vous pourriez éventuellement souscrire. Donc, je vous Voilà. passe la parole, Olivier. En tout cas, voilà, point important et qui concerne aussi tous les entrepreneurs non salariés. Merci Dominique, merci Monsieur Noulez. Je vais intervenir sur les assurances évidemment liées à la personne et à tout ce qui a été évoqué auparavant. Mais avant tout, avant mon propos, j'aimerais parler des assurances de responsabilité civile professionnelle et RC décennale pour les métiers du bâtiment. Parce que sur le terrain, on entend parfois différents discours des personnes qui se sont renseignées auprès d'amis, d'un ami. Et donc, on me dit de temps en temps, bah, oui, moi je suis auto-entrepreneur, donc en tant qu'auto-entrepreneur, je n'ai pas besoin d'être assuré au niveau de la responsabilité civile. Sachez que toute forme de société, que ce soit entreprise individuelle, qui n'est pas une société en tant que telle, mais entreprise individuelle, SASU, SARL ou micro-entreprise, vous avez les mêmes obligations en matière de responsabilité civile. Vous devez être couvert d'une part pour vous, parce que ça peut impliquer avoir des conséquences importantes, un sinistre que vous auriez provoqué chez un client. Je vais vous donner un exemple pour un de mes clients qui, à l'époque, avait écouté un de ses amis et qui n'était pas, qui avait démarré une activité d'auto-entrepreneur et qui ne s'était pas couvert. Et donc, il a changé, il faisait des travaux et il a changé une prise électrique chez un de ses clients, notamment une petite prise, hein, pas de gros travaux d'électricité. Sauf qu'il y a eu un incendie, il y en a eu pour 50 000 €, il n'était pas couvert, c'est lui qui a dû payer. Voilà. Donc, l'importance, j'insiste bien sur ce point-là. Maintenant, dans le cadre de votre future activité professionnelle, de toute façon, vous allez vous assurer pour toute cause, votre local, votre matériel, vos véhicules. Mais est-ce que vous avez vraiment pensé à l'actif essentiel de votre entreprise, celui sans qui rien n'est possible, c'est-à-dire vous-même? Et donc, c'est souvent la personne elle-même qui fait le moins attention à sa couverture, à sa propre couverture. Et là, c'est très, très important. Donc, c'est pourquoi, quand vous allez aller voir les assureurs, les différents assureurs que vous allez côtoyer pour monter votre projet, ils vont vous proposer des solutions pour la santé, la garantie de vos revenus, la pérennité de votre entreprise, en complément évidemment de ce qui a été présenté par M. Noulez, le régime de base, et selon le statut et la fiscalité que vous avez choisi pour votre entreprise. Donc, pour commencer, au niveau de la micro-entreprise, on va déjà parler de la complémentaire santé. Sachez qu'à ce niveau-là, vous pouvez conserver la vôtre en l'état. Il n'y a pas de changement particulier, pas d'obligation particulière. Ensuite, concernant les garanties de revenus arrêt de travail, invalidité et décès, on a vu que le régime de base offrait certaines prestations, mais qui restent assez faibles, importantes, mais assez faibles et qui ne vous permettent pas de couvrir l'ensemble de vos revenus. Donc, vous pouvez souscrire un contrat qui vous garantira dans la catégorie arrêt de travail jusqu'à 3 ans. Alors, on a vu que le régime garantissait pendant 1 an, mais le régime arrêt de travail, c'est 3 ans. Au-delà des 3 ans, vous allez basculer sur l'invalidité. Et l'invalidité, vous pourrez prendre également une garantie qui vous couvrira. Tout ça est soumis à un questionnaire médical, donc ne perdez pas de temps, faites-le quand vous êtes au démarrage de votre activité et, je vais dire, en bonne santé, puisque malheureusement, comme c'est soumis à questionnaire médical, si vous avez un pépin par la suite, ça ne pourra pas être pris en charge. Donc, il faut faire très attention à ça et rentrer en garantie le plus tôt possible. Donc, le régime arrêt de travail, comme je vous l'ai dit, garantira que ce soit la maladie ou l'accident. Le régime invalidité, c'est la même chose. Et vous pourrez donc garantir un revenu pour vous et pour votre famille. Ensuite, vous avez la garantie décès en capital. Vous pouvez prévoir une garantie pour protéger vos proches. Vous pouvez soit choisir une option en capital, c'est-à-dire que vous choisissez une somme
il est nécessaire pour protéger vos proches de 50 000, 100 000 euros, selon vos choix. Mais vous pouvez également prendre ce qu'on appelle une rente éducation. Donc, si vous avez des enfants, sachez que peut aller jusqu'à garantir jusqu'à l'âge de 25 ans différents niveaux de rente en fonction des tranches d'âge pour pallier à leurs frais d'éducation. Voilà, le dernier point sur lequel je vais parler dans cette catégorie, on l'a évoqué juste avant, c'est la retraite complémentaire. Alors oui, vous pouvez souscrire, oui, il y a une retraite complémentaire qui est fournie par votre régime de base. Est-ce qu'elle sera suffisante au moment où vous partirez en retraite? Ça, c'est tout un calcul à faire. Et là, je ne peux que vous préconiser de créer un contrat de retraite complémentaire. Donc aujourd'hui, il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif PERA, qui regroupe un petit peu tout l'ensemble des anciens dispositifs et qui va vous présenter de nombreux avantages, que ce soit pour vous et votre famille, évidemment, donc au travers réduction d'impôts, transmission, et puis sortie en vente ou en capital à votre choix, ce que vous aurez décidé au moment de la clôture de cette retraite complémentaire. Voilà, ça c'est pour la partie liée à la micro-entreprise. Pour l'entreprise individuelle non micro, alors là, la donne est la même au niveau des contrats. Ce qui change, c'est la possibilité de déduire les cotisations de ces contrats, soit de l'IR ou l'IS selon l'option choisie, grâce à la loi Macron. Donc, vous allez passer, M. Moulez pourra me confirmer, vous allez passer en déduction fiscale ou en charge, selon le statut. Donc, du coup, il y a une économie qui est faite, ce qu'on appelle un gain fiscal, et qui vient en déduction du coût du contrat. Hein. Enfin, pour les entreprises qui... donc là, les garanties, je ne reviens pas dessus, ça, il faudra voir en fonction de vos besoins, tout dépend des revenus que vous souhaitez avoir en cas d'arrêt de travail, ou de santé, ou de retraite. Ça, c'est vraiment votre choix et voir avec votre conseil, votre expert comptable qui pourra vous guider à ce niveau-là pour faire les bons choix. Ça ne sert à rien de prendre des garanties qui soient trop importantes. Le but, c'est de pouvoir pallier à des besoins réels. Donc, ensuite, vous pourriez, dans le cas où vous embauchez, dans le cadre d'une entreprise individuelle, vous embauchez, et c'est très bien. Dans ce cas-là, vous avez plusieurs obligations. Pour la partie santé, vous allez devoir répondre à l'obligation de l'ANI, qui a été l'accord national interprofessionnel qui a été mis en place par le gouvernement en 2016 et qui impose à chaque entreprise de mettre en place une mutuelle pour tous ses salariés, avec une participation de l'employeur à hauteur minimum de 50%, et des garanties minimum. Après, vous êtes libre de prendre des garanties supérieures. C'est aussi un outil de fidélisation des salariés. Hein. Si vous avez de bonnes garanties, si vous participez au-delà des 50%, bon, c'est une chose, c'est un élément qui fait que le salarié ne sera pas, ce qu'on peut rencontrer un petit peu de nos jours, volatile, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est pour la mutuelle, donc cette obligation-là légale. Et après, au niveau de la prévoyance et de la retraite, vous allez peut-être avoir des obligations liées à la convention collective nationale de votre activité. Là, il faut faire très attention. Pareil, ça, il y a tout un échange qui va être fait avec votre expert comptable à ce niveau-là. Il vous dira ce qui est obligatoire, ce que vous pouvez mettre en place. Et là, vous pourrez voir avec votre assureur qui vous présentera toutes les possibilités à ce niveau-là et qui fera les démarches en rapport avec votre expert comptable. Enfin, j'attire également votre attention sur le terme d'homme-clé. Alors, c'est peut-être un terme que vous allez entendre régulièrement sans vraiment bien le comprendre. Donc, il y a peut-être dans les entreprises que vous allez créer des personnes qui détiennent un savoir-faire essentiel à la vie de l'entreprise. Et là, on peut se poser la question, que se passe-t-il si ces personnes
quitte l'entreprise pour différentes causes, décès, maladie, accident, retraite. Comment les remplacer? Comment trouver quelqu'un d'aussi qualifié? Eh ben, c'est le but de la garantie homme-clé qui permet justement de pallier à cet écueil. Que ce soit en garantissant des revenus pendant 24 mois, si c'est le temps de maintenir l'entreprise jusqu'à une éventuelle cession, ou de retrouver vraiment une personne avec les mêmes compétences. Tout ça, ça a un coût et cette garantie-là le prévoit. Donc ça, c'est très important. Et puis pour terminer mon propos, je dirais que bah, oui, il y a parfois des obligations selon des obligations en matière d'assurance selon votre statut, mais dans l'ensemble, ce sont des garanties qui ne sont pas forcément obligatoires, mais je dirais essentielles. Essentielles pour qui? Bah, si vous arrive malheur, je dirais dans l'absolu, pas forcément pour vous, mais pour votre famille et vos proches. Vous avez le droit, c'est l'avis d'un professionnel, de ne pas réussir votre affaire suite à un accident, suite à une maladie longue. Vous êtes obligé d'arrêter votre activité professionnelle, donc de mettre en suspens votre société. Maintenant, vous n'avez pas le droit de mettre en difficulté votre famille. Et même vous, vous avez une longue maladie ou un accident, demain vous ne pouvez plus travailler. Quels sont vos revenus jusqu'à l'âge de la retraite si vous ne pouvez plus du tout travailler? Voilà. Donc il y a un régime de base, on l'a vu. Mais est-ce qu'il est suffisant pour garantir le même niveau de vie jusqu'à l'âge de, maintenant, c'est 64 ans minimum. Donc ça, c'est à vous de l'étudier, toujours en rapport, hein, je ne pourrais pas vous conseiller autre chose, de vous mettre en rapport avec votre expert comptable, bien sûr, et évidemment avec votre assureur. D'ailleurs, les deux peuvent se mettre en contact, hein, c'est des choses qui se font très très régulièrement. On est tous en mode intelligence pour vous rendre les services les mieux adaptés. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. Merci Olivier Barraud donc, pour ton intervention. Donc on arrive à la fin de ce webinaire, donc vous avez peut-être des questions, je crois que donc pour l'instant il n'y en a pas, enfin n'hésitez pas, on a encore quelques petites minutes. En tout cas, merci à Monsieur Noulez, merci à Monsieur Barraud. Si on peut vous donner un conseil, on a essayé de vous comparer les deux chemins au sein de l'entreprise individuelle, ben, c'est justement de les comparer, hein, prendre le temps vraiment de la comparaison. Ne sautez pas à pieds joints, voilà, ne plongez pas dans la micro-entreprise si vous n'avez pas pris le temps de la comparaison. Il faut se poser, il faut lister ses besoins, il faut regarder ses charges d'exploitation et de ce fait trouver le chemin le plus pertinent, hein, et le plus intéressant pour votre projet. Donc ça, c'est vraiment le conseil prioritaire. Donc soyez accompagnés dans ces choix. Et donc par rapport à toute cette partie sur les complémentaires, les assurances, vous êtes bien tous concernés, hein. Donc attention, je le répète, effectivement, un micro-entrepreneur a les mêmes obligations que n'importe quel autre chef d'entreprise. Ce n'est pas un statut à part, vous faites partie, voilà, de la famille des chefs d'entreprise. Pour rappel aussi, on peut embaucher, hein, quel que soit le choix. Maintenant, quand on embauche, le régime n'est peut-être plus non plus, ce régime ultra simplifié n'est peut-être plus adapté non plus, puisqu'on ne pourrait pas déduire le salaire, hein, de ses collaborateurs. Voilà, en tout cas, j'espère qu'on... Alors, il y a une question. Alors oui, tout à fait. La question, je la lis, hein. Dans le cadre d'une activité de matière grise, donc libérale, je vais payer la TVA sur mes achats, sur mes dépenses, mais je ne l'aperçois pas dans mes rentrées. Je ne la récupère donc pas. Hein, merci pour votre réponse. Alors, ben, je dirais que ça dépend, la réponse est liée au choix justement de régime. Hein. Monsieur Noulez, vous pourriez peut-être répondre voilà, selon le choix entre micro-entreprise ou réel, les choses sont différentes. Hein. Tout à fait, puisque si en fait vous avez opté pour le régime de la micro-entreprise, vous êtes en franchise de base de fait, tant que vous ne dépassez pas les seuils de chiffre d'affaires de la franchise de base qu'on a évoqués durant le webinaire, hein, donc ces fameux seuils de
de 91 900 pour les ventes, mais là, ça sera 36 800 puisque vous nous parlez d'une activité de prestation. Hein, donc, le seuil est 36 800 avec un seuil majoré à 39 100 euros. Donc là, vous ne récupérez pas la TVA sur vos achats puisque vous n'allez pas facturer la TVA à vos clients. Par contre, dans le régime réel, si vous n'optez pas pour la franchise de base, donc vous aurez l'obligation de facturer la TVA à vos clients et donc vous déduirez la TVA que vous avez payée à vos fournisseurs ou sur vos achats de cette TVA collectée auprès des clients et vous paierez la TVA nette auprès de l'administration fiscale. Hein. Mais donc là, par rapport à votre question, si effectivement vous êtes en franchise de base, donc classiquement sur le micro ou sur option dans le réel, eh bien, vous n'avez donc aucune récupération de TVA sur les achats, puisque vous ne collectez pas la TVA sur les prestations que vous faites auprès de vos clients. Voilà, merci Monsieur Noël. Je pense qu'on a répondu à la question, mais effectivement, c'est une question importante. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, je rappelle aux participants que vous êtes les bienvenus sur nos futurs webinaires. Hein. Donc, jeudi, nous en avons un justement sur la comparaison, question assez fréquente entre SARL, EURL et SAS. Alors, autre question qui arrive, hein, n'hésitez pas. Bonjour, concernant les déficits, ça veut dire si je suis dans le moins, si je comprends bien. C'est-à-dire que dans quelle mesure peut-on les déduire de l'impôt sur le revenu? Là encore, je pense, M. Noulet, c'est une question de choix de régime. Oui, dans le micro-entreprise, il n'y a pas de notion de déficit. Parce qu'on fait abstraction totalement de vos dépenses. Donc, peu importe le fait, on va dire, si vous faites votre comptabilité en réel en micro-entreprise et que vous trouvez que vous êtes en déficit, on n'en tiendra pas compte. C'est uniquement basé sur les recettes. Donc, c'est pour ça que, évoqué Dominique Pilon juste avant, il faut bien comparer les deux régimes parce qu'il se peut que, en fait, on ne gagne pas d'argent et qu'on déclare un revenu qui n'est pas la réalité. Dans le cadre de l'entreprise individuelle au régime réel, donc là, on peut faire un déficit puisqu'on va donc prendre le chiffre d'affaires réel et on va y déduire les dépenses réelles. Et il se peut donc du fait que ces dépenses réelles soient supérieures au chiffre d'affaires. Donc dans ce cadre-là, comme c'est une activité professionnelle, le déficit sera imputable sur les autres revenus du foyer fiscal. Donc on va dire par exemple, vous faites un déficit de 5 000 euros, il y a votre conjoint qui a un salaire de 25 000 euros, et bien donc dans la déclaration fiscale, on imputera les 5 000 euros de déficit sur les 25 000 euros donc, du revenu du conjoint, et on paiera l'impôt sur le revenu que sur la base d'un revenu de 20 000 euros. Par contre, effectivement, si vous êtes seul et que vous n'avez pas d'autres revenus, le déficit ne générera pas de gain d'impôt puisqu'il n'a aucun élément sur lequel s'imputer, puisqu'il n'y a pas d'autres revenus imposables au sein de votre foyer fiscal individuel. Voilà, je pense que M. Noulez a répondu, d'où l'importance. Hein. Retenez bien aussi, s'il y a vraiment quelque chose à mettre en place, je m'adresse là aux micro-entrepreneurs parce que ceux au réel seront accompagnés par un expert comptable. En tout cas, c'est fortement, fortement, fortement conseillé. Pour les micros, le cahier recettes dépenses, il sert à ça. Enfin, je veux dire, ce tableau de bord qui vous permet de suivre l'activité et les flux réels vous permet au fur et à mesure de juger si vous êtes toujours dans un régime qui est juste et qui est pertinent par rapport à l'activité. Hein, si vous voyez que vous ne gagnez pas d'argent, il ne faut surtout pas rester en micro-entreprise et peut-être même se poser la question de la pérennité de l'entreprise, mais ça, c'est autre chose. Il y a des questions à se poser. Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est parce que j'ai investi? Enfin, voilà, il y a toutes ces questions-là à se poser, quoi. Hein. D'autres questions? Donc, je ne vois pas d'autres questions arriver. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Allez voir donc le programme du mois sur notre site internet franceactive-picardie.org ou sur la page Facebook du mois de la création reprise entreprise 2023. Donc des webinaires vous attendent, thématiques ou donc techniques et puis des ateliers en présentiel sur les territoires. Donc pour ceux que ça intéresse, donc rendez-vous jeudi à 11h pour le prochain webinaire. Et donc, en présentiel, donc je n'en oublie pas. Donc, nous avons demain, sur
La communauté de communes du Val-de-Somme, comment financer mon projet? Rencontre avec les banquiers partenaires du financement, mercredi 4 octobre à 9 h, donc dans les locaux de la communauté de communes du Val-de-Somme sur Corbie. Donc, je vous souhaite un bon appétit. Merci à tous pour votre écoute. Merci à Monsieur Noulez, merci à Monsieur Barraud, merci à Élodie et Natacha, et à très bientôt. Au revoir. Merci, merci, au revoir.